Bon, l'île du Grand Calumet, au départ, comme son nom l'indique, c'est une île. C'est une île située sur la rivière des Outaouais. Actuellement, disons, on dirait juste avant Fort-Coulonge, à l'extrémité du Pontiac, si on veut. C'est une île quand même de 147 km², c'est quand même une île assez importante, qui actuellement compte 626 habitants. Mais historiquement, dans le passé, elle a joué un rôle beaucoup plus important. Et une population beaucoup plus importante aussi. Si on remonte à l'époque amérindienne, l'île du Grand Calumet faisait partie d'un complexe, disons, qui incluait l'île Morrison et plusieurs petites îles aussi à côté. Pour employer un anachronisme, si on peut dire, l'île du Grand Calumet et l'île Morrison, qui est juste à côté, étaient un peu la capitale, si on veut, des Anishinabés, qui était la nation la plus puissante dans la région, là, qui contrôlait en fait la rivière des Outaouais. L'île Morrison était un peu le centre politique des Anishinabés, et l'île du Grand Calumet était le centre, je dirais, spirituel. C'est là qu'avaient lieu toutes les cérémonies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, l'île du Grand Calumet est un des sites archéologiques qui, malheureusement, n'a pas été suffisamment fouillé, là, mais peut-être le site archéologique le plus important, le plus intéressant de l'Outaouais. On a le plus vieux cimetière de l'Est de l'Amérique du Nord, là, qui date de 9000 ans. 9000 ans. Qui a été fouillé, mais à peine. Donc, il y a un potentiel absolument important. Et c'est là qu'avaient lieu toutes les cérémonies. Par exemple, quand Champlain est allé rencontrer le chef Tessouat en 1613 pour signer le traité d'alliance, c'est là qu'il s'est rendu. Et ce serait, j'emploie le conditionnel, là, mais ce serait Champlain, justement, qui lui aurait donné son nom, l'île du Grand Calumet, parce que pour signer le traité avec les Français, les Anishinabés avaient organisé une cérémonie, dont fumer le calumet de paix. L'autre théorie aussi, bien là, je ne pourrais pas trancher, et les deux ne se contredisent pas, c'est qu'on retrouverait aussi sur l'île du Grand Calumet la variété de pierres qui servait à fabriquer les calumets. Donc, les deux théories ne sont pas contradictoires, là, mais il reste que c'est Champlain qui lui a donné ce nom-là, l'île du Grand Calumet. À l'époque de la Nouvelle-France, en passant, il y a des anecdotes intéressantes aussi, c'est que même une fois que le commerce des fourrures a commencé, puis même avant, quand les autres Amérindiens passaient là, ils devaient payer un droit de douane parce qu'ils rentraient sur le territoire des Anishinabés. Donc, à l'époque de la Nouvelle-France, on sait, c'est la traite des fourrures, les coureurs des bois, etc., c'était un lieu de passage obligé. Les coureurs des bois devaient nécessairement passer là pour aller chercher leur cargaison de fourrure. Donc, c'était un site extrêmement connu. D'ailleurs, on connaît les portages. Les portages, c'est les endroits où les canaux ne pouvaient pas passer, donc on transportait. Mais le plus long portage de l'Outaouais, c'était à l'île du Grand Calumet. On calculait ça en pas. Le portage de l'île du Grand Calumet contenait 2305 pas. Donc, c'était le plus long portage là, sur toute la rivière des Outaouais. Donc, les coureurs des bois passaient là régulièrement. Et c'est là que se situe une très vieille légende québécoise qu'on appelle la légende de Cadieux. La légende de Cadieux, il y a eu des poèmes décrits là-dessus, il y a des chansons qui ont été écrites là-dessus, la légende de Cadieux. Bien, c'est là que ça se passe, à l'île du Grand Calumet. Qu'est-ce que c'est la légende de Cadieux? C'est que, bon, le Cadieux en question, là, c'est Jean Cadieux, qui était un coureur des bois, qui serait né en 1671, donc au tout début de la Nouvelle-France. 1671, c'est les tout débuts de la Nouvelle-France, et qui était un coureur des bois, donc qui passait là régulièrement. Et selon la légende, je mentionne simplement que généralement, la légende, il y a un fond de vérité. On enjolive un peu, mais généralement, il y a un fond de vérité, et c'est plausible, là, quand même, le fond de la légende. Donc, il est un coureur des bois, et en 1709, avec une cargaison de fourrure et des alliés amérindiens, etc., il aurait été attaqué par les Iroquois à l'île du Grand Calumet. C'est possible parce qu'on était en pleine guerre là, des Iroquoises. Donc, il aurait été attaqué par les Iroquois. Il aurait combattu pendant plusieurs jours, manqué de munitions, blessé, épuisé. Ses compagnons auraient réussi à s'évader, à s'échapper, mais lui aurait continué à combattre pour retenir les Iroquois. Et, bon, ses compagnons sont partis. Et quelques années plus tard, d'autres coureurs des bois qui passaient là auraient trouvé son corps. OK? Son corps, avec dans les mains une lettre, selon la légende aussi, écrite sur de l'écorce de bouleau, ce qui n'est pas illogique non plus, et dans laquelle il racontait ce qui lui était arrivé. Il avait raconté ce qui lui était arrivé et qu'il avait creusé sa propre tombe, OK? Et qu'il se serait laissé mourir d'épuisement et de ses blessures dans sa tombe.
Donc, c'est là qu'on aurait trouvé son corps. C'est de là qu'est née la légende de Cadieux. Et c'est devenu presque un lieu de pèlerinage. C'est qu'à partir de ce moment-là, tous les coureurs des bois, et plus tard les voyageurs, qui devaient arrêter parce que c'était un lieu, un passage obligé, là, OK? Et ils allaient faire une prière sur la tombe de Cadieux. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un monument qu'on retrouve sur l'île du Grand Calumet, sur la tombe de Cadieux. Donc c'est ça, la légende de Cadieux, là, c'est peut-être la chose la plus connue qui parle de l'île du Grand Calumet. Cadieux n'a jamais résidé là. Jean Cadieux était un coureur des bois comme les autres. À l'époque de la Nouvelle-France, il n'y a jamais personne qui s'est installé là, bien sûr, à part les Anishinabés, là, mais il n'y a jamais un Français qui s'est installé, d'ailleurs, aucun Français qui s'est installé en Outaouais, parce qu'on sait que jusqu'en 1760, les Français n'avaient pas le droit de s'installer en Outaouais. C'était considéré comme un territoire amérindien pour la traite des fourrures, mais les Français n'avaient pas le droit de s'installer. Donc, il n'y avait pas d'habitants là, à l'île du Grand Calumet. Mais c'est un endroit très connu des coureurs des bois, même s'ils ne s'installaient pas ici. On connaissait très bien le lieu, très bien le lieu. Donc, à l'époque de la Nouvelle-France, c'est ça, les coureurs des bois passent régulièrement. Bon, 1760, bien sûr, c'est la cession de la Nouvelle-France à l'Angleterre par la France. La traite des fourrures continue. Et les Blancs n'ont toujours pas le droit de s'installer dans la région, parce qu'à cause justement de la traite des fourrures. Ça va être comme ça jusqu'à la fin du 19e siècle, début 19e siècle plutôt. Début 19e siècle, bien là, on sait ce qui arrive en Outaouais, c'est Flemont Wright qui vient s'installer à Hull, c'est le début de l'industrie forestière, etc. Et à partir de 1820-1830, l'industrie forestière prend vraiment le dessus sur la traite des fourrures. La traite des fourrures ne disparaît pas complètement, là, mais à toutes ces pratiques, il n'y en a plus. Et c'est là que justement, d'anciens voyageurs, parce que là, on est rendu à l'époque des voyageurs, d'anciens voyageurs qui passaient là, qui avaient passé là toute leur vie, qui travaillaient pour la Compagnie de la Baie du Son, décident d'aller s'installer là. Il faut savoir que, juste mentionner une petite parenthèse, il y avait quand même des postes de traite installés à Fort-Coulonge et à Portage-du-Fort, mais sur l'île du Grand Calumet, il n'y avait rien. Mais après la fin de la traite des fourrures, donc 1830 précisément, un des anciens voyageurs, qui s'appelait Louis Brizard, qui avait travaillé toute sa vie pour la Compagnie de la Baie du Son, comme voyageur, donc il connaissait très bien l'endroit, bien lui, il décide d'aller s'installer là, définitivement là, avec sa femme, qui s'appelait Marie Lavigne, qui, selon la tradition, était la petite-fille d'un chef Anishinabé. Et ça, c'est très fréquent. Hein. Presque tous les premiers habitants du Pontiac étaient mariés avec des Amérindiennes. C'est vraiment parce que c'était d'anciens voyageurs, donc il y avait déjà tissé des liens depuis longtemps. Donc, Louis Brizard s'installe là en 1830. 1830-36, on n'est pas sûr de la date, mais dans les années 1830, après la fin de la traite des fourrures. Et il va devenir, relativement prospère. Et ça va attirer d'autres anciens voyageurs qui, eux aussi, vont aller s'installer là. Mentionner qu'à ce moment-là, tout le reste de l'Outaouais se peuplait uniquement d'anglophones. Okay? Parce que les terres étaient réservées aux anglophones. Puis dans le cas du Pontiac, surtout aux Irlandais protestants. Donc, toutes les meilleures terres, comme Charville, par exemple, avaient été données par le gouvernement britannique. Donc, l'île du Grand Calumet était un peu une espèce de petit village d'Astérix dans la région, dans le sens que tu avais des francophones et tout autour, c'était des anglophones. Mais comme c'était une île, c'était protégé jusqu'à un certain point, parce qu'il n'y avait pas de pont à l'époque, bien sûr. Donc, Louis Brizard s'installe là. Il y a d'autres familles, les familles d'Orrouin, les familles Asselin, tous des anciens coureurs, des familles d'Agenais, tous des anciens coureurs des bois qui vont s'installer là. Et petit à petit, il se développe une communauté francophone. Il n'y avait pas de village comme tel, mais assez rapidement, il va se développer ce qu'on appelle des hameaux. Des hameaux, c'est-à-dire des rassemblements peut-être de 4, 5, 6 maisons, répartis un petit peu, il y en avait un petit peu partout sur l'île. Et quand la ville va devenir municipalité, quand ça va devenir une municipalité, là, tous ces petits hameaux-là vont être regroupés, si on veut, sous le nom de l'île du Grand Calumet. Mais effectivement, il y avait des petits hameaux. D'ailleurs, quand on va se promener encore aujourd'hui, quand on va se promener sur l'île, on les voit, on s'en rend compte, là, on les voit. Donc, Louis Brizard s'installe là, puis au fur et à mesure que d'autres familles s'installent aussi, bien, ça va devenir une communauté quand même assez importante. Par exemple, Louis Brizard, qui est un homme d'affaires, en passant, je dis qu'il est un homme d'affaires, c'est plutôt sa femme qui avait le sens des affaires, comme c'est souvent le cas, là. Mais il va devenir à la tête de plusieurs petits commerces. Juste pour donner une idée, en 1847, l'île du Grand Calumet, la population de l'île du Grand Calumet va demander à être reconnue comme municipalité.
en passant la même année que Elmer est devenu municipalité. Donc, ils font la demande, et dans leur demande, ils spécifient qu'à ce moment-là, en 1847, sur l'île, il y avait 3 magasins et 11 tavernes. Et Louis Brizard était propriétaire de plusieurs de ces magasins-là et de ces tavernes-là. Et là, il y a une légende aussi qui tourne autour de Brizard. Encore une fois, c'est une légende. C'est que Louis Brizard, à chaque dimanche, il y avait une espèce de grand, pas casserole, mais une espèce de grand, comment on pourrait appeler ça? Là, on va dire une casserole, une espèce de grande casserole où il mettait son argent qu'il avait fait la semaine et il l'enterrait dans le sol jusqu'au dimanche prochain. Le dimanche suivant, il la déterrait, il mettait son argent. Ça, tout le monde parlait de ça, là, à l'île du Grand Calumet, là, le trésor de Louis Brizard. Sauf qu'il n'y a jamais personne qui l'a trouvé. Donc, il serait caché encore quelque part sur les anciennes terres de Louis Brizard. C'est que faire une chasse au trésor à l'île du Grand Calumet, la casserole de Louis Brizard. En tout cas, mais quand même, la ville va devenir une municipalité officiellement en 1855, officiellement. Il va y avoir aussi la première école en 1850. Donc, c'est quand même assez dynamique. Là. Ça, dans le cadre de l'Outaouais de ces années-là, là, c'est quand même une communauté assez dynamique. Là. Donc, 1850, la première école. Et 1855, le premier maire francophone en Outaouais, ça va être le maire de l'île du Grand Calumet. Il s'appelait François Bastien. C'était le premier maire francophone en Outaouais. Parce que, je le répète, à l'époque, l'Outaouais, c'était anglophone. À part la petite nation, bien sûr, là, mais c'était vraiment anglophone. Donc, il est le premier maire francophone. Et la ville se développe. À tel point qu'en 1869, l'évêque de l'époque, l'archevêque de l'époque, le diocèse, à ce moment-là, on faisait partie du diocèse d'Ottawa, okay? L'évêque de l'époque va autoriser la construction d'une église. Là, quand même, c'est un village d'assez grande importance. Ça. Et l'église qui va être construite avait pendant longtemps, a eu la réputation d'être la plus belle église de toute la région. On avait mis le paquet, là. D'ailleurs, en passant, il y avait eu une petite chicane, ça arrive souvent, entre les deux bouts de l'île. Tu avais le bout de l'île où il y avait les Irlandais catholiques, puis tu avais le bout de l'île où tu avais les Canadiens français catholiques. Donc, les Irlandais voulaient avoir l'église de leur côté, puis les Canadiens français voulaient l'avoir de là. Finalement, c'est les Canadiens français qui ont gagné. Et effectivement, si jamais vous allez à l'île du Grand Calumet, l'église est presque en entrain, là, sur l'île, on n'en revient pas. Je le répète, c'est une communauté de 626 habitants aujourd'hui, là. Et l'église qu'il y a là est gigantesque, magnifique, là. C'est vrai que c'est une des plus belles églises de la région. Puis il y a le cimetière en arrière aussi, là. C'est vraiment un coin assez spécial. À une certaine époque, un peu plus tard, là, il va y avoir facilement au-dessus de 1000 habitants. Entre 1000 et 2000. Entre 1000 et 2000. Donc, l'église est construite en 1869. En 1886, là, on va construire le premier pont. Parce que jusque-là, l'île n'était pas reliée à la terre, là, d'aucune façon. Là. Il y avait des barges pour traverser, là, mais il n'y avait pas de pont. Donc, le premier pont a été construit en 1886. Ça aussi, ça démontre que l'île devait quand même être d'une assez grande importance pour qu'on finance la construction d'un pont en 1886. Et en 1890 va commencer l'exploitation minière. On va commencer à exploiter des mines sur l'île du Grand Calumet. Des mines de fer, des mines de zinc, essentiellement. OK? Mines de fer, mines de zinc. Là aussi, ça va se développer, bien sûr. La population va augmenter à ce moment-là. Et en 1923, on va construire la première centrale hydroélectrique sur la rivière des Outaouais, qui va être construite à l'île du Grand Calumet aussi. Parce qu'il y a des chutes. Donc, c'est ça. Donc, première centrale hydroélectrique sur la rivière des Outaouais, 1923. Donc, encore une fois, on voit que c'est une ville dynamique quand même. Là. Okay. Et ça va continuer comme ça. Juste donner une idée, la mine, par exemple, qui était le principal employeur de l'île, non seulement de l'île, mais de toute la région, de tout ce coin-là du Pontiac. Juste donner une idée, là, en 1953, la mine employait 435 employés. C'est quand même assez important, là. Quand même assez important. C'était la deuxième mine la plus importante de tout l'Outaouais. Okay? Donc, une ville très, très dynamique. Ça va être comme ça jusqu'en 1969, parce qu'en 1969, la mine va fermer. La mine va fermer. Bon, conjoncture économique, là, en 1969, je ne donnerai pas un cours d'histoire économique, là, mais en 1969, le coût des métaux va atteindre un plancher là, à l'échelle de la planète. Ce qui fait qu'à ce moment-là, la mine ne sera plus rentable. Je ne suis pas un expert, mais selon des experts, il y aurait encore
moyens d'exploiter les minerais. Il resterait encore là, des possibilités d'exploitation en termes de ressources, là. Mais là, qui va aller investir pour exploiter une mine de sable-là? Mais en tout cas, donc à partir de ce moment-là, bien sûr, lentement, la population va diminuer. Okay? La population actuelle de l'île du Grand-Calumet est en grande partie des descendants des premiers qui se sont installés là. Je ne pourrais pas vous donner de pourcentage, mais il y a un fort pourcentage de la population actuelle de l'île du Grand-Calumet qui sont des descendants de Louis Brizard. Là. Des descendants de Louis Brizard et des premières familles qui se sont installées là. En passant, aussi, une petite chose, j'ai oublié de mentionner, je parlais de Louis Brizard, des voyageurs, etc., mais il y a un autre petit groupe de personnes qui vont aller s'installer là après les événements de 1837-38, après la rébellion de 1837-38, d'anciens patriotes, okay, qui étaient recherchés, ou encore des familles de Saint-Benoît. Saint-Benoît, là, qui avait été vraiment détruite par les troupes britanniques, qui vont aller s'installer là, parce que c'est une belle place pour se cacher. C'est des francophones, c'est une île, c'est facile pour se cacher, puis le gouvernement n'irait pas les chercher là. Fait qu'il y a beaucoup de familles actuelles de l'île du Grand-Calumet qui descendent justement de ces anciens patriotes-là qui sont allés se cacher à l'île du Grand-Calumet. Donc aujourd'hui, c'est un petit village de 626 habitants. Et là, je vais donner une opinion tout à fait personnelle. Là. Okay? À mon avis, moi c'est un de mes endroits préférés de l'Outaouais, j'avoue. Il y aurait un potentiel touristique absolument incroyable sur cette île-là. On parle des Autochtones. Okay? Bien sûr, il faudrait que les sites archéologiques soient protégés, là, mais quand même, il y aurait les Autochtones. Il y aurait la légende de Cadieux, bien sûr. Okay? Il y aurait tout un circuit à faire, là. Cimetière amérindien, la tombe de Cadieux, etc. Les chutes, l'ancien portage, qui est devenu aussi la plus longue de l'histoire de l'Outaouais, à l'époque du commerce des fourrures. Donc, les Dis, dont je parlais tantôt. Donc, il y aurait tout un potentiel, sauf que le problème, c'est que maintenant, il n'y a aucune infrastructure. Donc, ça faudrait vraiment que les gouvernements, okay, parce que la municipalité n'a pas les moyens de faire ça, on s'entend, là, mais les gouvernements, s'il y avait une volonté de développer des infrastructures, il y aurait un potentiel absolument incroyable, là, toute la région en profiterait, dans le fond, là, toute la région en profiterait. Bref, c'est un lieu magnifique, l'île du Grand-Calumet.